Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt de circonstance pour cette spéciale d'invitation au voyage, puisque nous partons là où a été tourné ce film culte de Spielberg, sur la côte est des États-Unis. C'est une spéciale Massachusetts que nous allons croquer toute crue. Nous serons donc à Martha's Vineyard pour cette virée. Décor des Dents de la Mer, c'est aujourd'hui l'une des îles les plus en vue, le repère des acteurs et des politiques qui y passent leurs vacances. Mais ce bout de terre a également été un sas de liberté pour les Afro-Américains, à l'époque de l'esclavage, puis de la ségrégation. C'est cet héritage que nous explorons. Le Massachusetts, c'est également le pays de Moby Dick, le cachalot blanc, héros du roman d'Herman Melville. Le marin, devenu écrivain, a imaginé cette aventure ici, à New Bedford, la capitale mondiale de la chasse à la baleine au XIXe siècle, sur ce même bureau, face à cette colline qui fait étrangement penser au dos d'un cétacé. À Cap Cod, c'est un autre genre de pêche qui nous attend dans Papille, celle des palourdes. Des palourdes XXL comme celle-ci. On les farcira, entre autres, avec du chorizo, une recette qui rend hommage aux marins portugais venus s'installer dans le Rhode Island au début du XXe siècle. Oh, bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Enfin, nous terminerons notre spécial par un passage sur les bancs de la fac, l'une des plus prestigieuses universités au monde, Harvard. Pendant la Seconde Guerre mondiale est né dans son enceinte l'ancêtre du fact-checking, une clinique des rumeurs qui s'est mise à tordre le cou aux fausses informations. Harvard, où l'on est très fan de football américain. C'est d'ailleurs le thème de notre devinette. Savez-vous pourquoi, au début du XXe siècle, le président Roosevelt est intervenu personnellement dans les règles de ce sport? C'est aujourd'hui un pilier de la culture américaine et à l'époque, le football américain est un sport déjà très populaire aux États-Unis, particulièrement dans les grandes universités. Le président Roosevelt lui-même en est fan. À tel point que lorsqu'en 1905, un péril menace la pratique, il convoque un sommet spécial à la Maison-Blanche. Quel était ce péril? La réponse, vous l'aurez en fin d'émission. Pour l'instant, on part traquer un monstre des mers qui a fait couler beaucoup d'encre à travers le monde. Moby Dick, c'est l'inspiration. Sur la façade est du Nouveau Monde, les vastes côtes du Massachusetts font face à l'immensité de l'Atlantique. Le mythe américain est né dans cette contrée, d'un côté la mer, objet de mystère et d'aventure, de l'autre le continent et ses paisibles collines au parfum rural que les nouveaux occupants baptisent Berkshire. Cette région devient le berceau d'un nouvel Éden et d'une civilisation neuve quand les premiers colons venus d'Europe y accostent au XVIIe siècle. C'est au cœur du Massachusetts qu'Herman Melville, écrivain américain à succès, écrit en 1851 l'un des romans fondateurs de la littérature de son pays, Moby Dick. L'histoire de la traque obsessionnelle du capitaine Ahab à la poursuite d'un légendaire cachalot blanc. Ce récit d'aventure en pleine mer est hautement symbolique et il se révèle prophétique. Melville puise dans sa jeunesse, 4 années comme baleinier, pour bâtir son récit. Il utilise la baleine et sa chasse pour raconter l'histoire d'un territoire, celui du Massachusetts, et par extension celui de la jeune Amérique. Des forêts des Berkshire, des ports opulents, jusqu'au rivage des îles Atlantiques, Melville fait du Massachusetts le théâtre des dangers qui guettent l'homme. Cette région pleine de promesses devient riche grâce à l'avidité de ses habitants, mais au prix du massacre des baleines. Pourtant, l'ordre de la nature se rappelle toujours aux hommes. Au bord de l'océan, à quelques 100 km au sud de Boston, le port de New Bedford fut la capitale mondiale de la pêche à la baleine à l'époque de Melville. Cette très lucrative industrie fit même la fortune de tout l'État du Massachusetts du XVIIe au XIXe siècle. Melville connaît bien New Bedford pour y avoir séjourné à 20 ans avant d'embarquer comme marin à bord d'un baleinier. Les traces de ce glorieux passé bardent les rues du centre-ville, ornent ses monuments, enluminent ses enseignes et ses vitrines. Il faut imaginer ce port de pêche grouillant de marins issus de tous les continents. Les baleiniers de New Bedford naviguaient dans le monde entier. On pouvait les trouver sur tous les océans et tous les continents.
À cette époque, on pêchait principalement les baleines pour leur huile. Avant la découverte de l'électricité, c'était une excellente source de lumière. L'huile de l'éclairage public des rues de Londres, par exemple, venait de New Bedford. Plus tard, on a aussi pêché la baleine pour ses fanons. On en faisait des ressorts ou des corsets pour les femmes. Sur les hauteurs, loin des effluves pestilentiels du port, les maisons patriciennes, les parcs et les somptueux jardins témoignent de l'arrogance des armateurs et hommes d'affaires qui firent fortune grâce aux baleines. Melville décrit New Bedford comme l'endroit le plus cher de toute la Nouvelle-Angleterre. Lorsqu'elle a été construite en 1830, cette maison était l'une des plus chères de tous les États-Unis. New Bedford était la ville la plus riche des États-Unis en son temps. Et vous voyez une partie de cette richesse devant vous. Imaginez cet endroit. Tout autour de nous, c'est un parking, mais à l'époque, c'était un immense jardin. Dans cette opulence, l'écrivain décèle le goût du sang et de la violence. Ces jardins en fleurs et ces pimpantes maisons sortent tout droit des océans Pacifique, Atlantique et Indien. Toutes ces demeures ont été prises au harpon et arrachées au fond des mers. À une centaine de mètres du port, ce traditionnel édifice religieux en bois clair est le dernier refuge des marins avant les vastes houles de la mer. Construite au XIXe siècle, la Seamen's Bethel Church est un lieu clé dans la symbolique melvillienne. C'est une église qui n'a initialement pas de dénomination. Les marins en ont fait la leur. Avant cela, les services religieux avaient lieu sur les ponts des bateaux avant leur départ. Et puis, l'église a été bâtie en 1830 et les offices religieux ont été centralisés ici. Sur les murs de l'église, les traditionnels cénotaphes, épitaphes de marins disparus en mer. Mais Melville s'intéresse surtout au sermon du père Maple, le prêtre de l'église. Dans l'adaptation cinématographique de John Huston, réalisée en 1956, Orson Welles en est l'interprète. Le sermon du père Maple fait référence à l'histoire de Jonas et la baleine. Son propos est de dire qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Jonas tente de s'y soustraire et se retrouve avalé par la baleine. C'est un point clé du sermon. Il faut écouter la parole divine. Si vous tentez d'y échapper, Dieu trouvera un moyen de vous châtier. L'allégorie biblique sonne comme un avertissement. Moby Dick, instrument d'un ordre divin et tout-puissant, s'oppose à l'orgueil implacable de l'homme. L'île de Nantucket, à 1 heure de bateau du continent, est le dernier bout de terre avant l'insondable horizon marin. Pour les Indiens Wampanoags, qui l'habitaient avant l'arrivée des colons, Nantucket signifiait le pays lointain. Avec ses maisons de pêcheurs collées les unes aux autres pour se protéger du vent, la seule ville de l'île est aussi un port à l'élégance brute et surannée. Lorsqu'on parle de Nantucket, on dit souvent que c'est une petite femme grise. C'est en effet une île où la couleur grise est présente. Nos matins peuvent être très brumeux et nos après-midi aussi parfois. Et nos maisons sont construites en bardeaux de cèdre qui se teintent de gris à cause de l'air salé de la mer. C'est donc assez gris. Après ces années en mer, Herman Melville se rend à Nantucket pour y rencontrer l'un de ses habitants les plus célèbres, George Pollard, ici dans sa propre maison. Pollard est le capitaine d'un bateau dont le naufrage va inspirer Melville pour Moby Dick. L'Essex, le nom du navire, quitta l'île en 1819 pour chasser la baleine et croisa un banc de cachalots en plein océan Pacifique. Le plus imposant d'entre eux était blanc et aussi grand que le bateau lui-même.
Pour une raison inconnue, le cachalot a attaqué le bateau à 2 reprises. Lors du 2e assaut, il a creusé un énorme trou dans la coque. L'Essex a donc coulé. Les 20 membres de l'équipage se sont réfugiés sur 3 canots et ils ont alors traversé un vrai cauchemar. Ils sont restés en pleine mer pendant près de 90 jours, sans nourriture et sans eau. Ils mouraient de faim et ils se sont mangés les uns les autres pour survivre. Et à la fin, 5 survivants, tous des habitants de Nantucket, sont revenus sur l'île. Mais ils étaient irrévocablement changés, aussi bien physiquement que mentalement. Herman Melville s'appuie sur ce drame pour construire une fable. Son capitaine à lui s'appelle Achab. Dévoré par la haine de la baleine blanche, il entraîne son équipage dans une quête meurtrière. Melville lance un avertissement à la jeune et conquérante nation américaine. Ce jeune pays s'était construit sur des idéaux de liberté et d'égalité. Mais l'homme étant ce qu'il est, l'enthousiasme des habitants de l'île dans cette chasse gigantesque était surtout motivé par l'argent. Donc, d'une certaine façon, ces hommes se sont éloignés de leurs idéaux fondateurs parce qu'ils voulaient à tout prix vaincre les baleines. Nourri de ses propres voyages, des légendes de la mer et des témoignages des naufragés survivants, Melville se retire à l'intérieur des terres pour écrire son chef-d'œuvre. À un peu plus de 2 heures au nord de New York, la région des Berkshires offre un tout autre paysage que le ressac bruyant de l'océan. Lumineuse en été et flamboyante quand vient l'automne, cette terre de forêts et de vallons a toujours séduit les intellectuels américains. Herman Melville ne fait pas exception. Cet endroit est une petite forêt typique des Berkshires. Elle est épaisse et dense. On y trouve des arbres de tout âge, du plus récent jusqu'au plus vieux. La plupart ont plus d'1 siècle. En automne, ici, c'est magnifique. Quel que soit l'endroit où vous posez les yeux, les couleurs des feuilles et des arbres sont éclatantes et changeantes. Les feuillages aux intenses variétés chromatiques sont aussi propices au mystère. Nous pensons que ce bois est hanté. On y éprouve d'étranges sensations la nuit, surtout à cette période de l'année. On y sent comme une présence dans les bois. Pas seulement sur la propriété, mais dans tout le comté. Nous ne pensons pas que quiconque soit mort ici pendant que Melville vivait à côté, mais nous pensons que cette présence spectrale qui le dépassait, lui et sa simple existence, a déteint sur son esprit et sur son œuvre. Nichée entre les collines boisées et les cours d'eau limpides, la petite ville de Pittsfield, en plein territoire mohican, abrite la propriété dans laquelle Melville s'installe en 1850. L'écrivain new-yorkais, qui aime sortir et cancaner, troque chemise, cravate et veston pour les habits de fermier. À Pittsfield, il élève quelques bêtes et cultive une petite parcelle de terre. Il ne cherchait pas particulièrement la paix. Il voulait vivre à la campagne. L'air était bien meilleur que celui de New York, et il l'est toujours d'ailleurs. Les arbres que l'on voit aujourd'hui n'existaient pas à l'époque de Melville. Ils ont été plantés récemment. Tout était encore plus ouvert et sauvage. Melville met à profit cette nouvelle vie pour poursuivre son œuvre littéraire. Il n'a besoin que de 6 mois pour écrire Moby Dick. Depuis la fenêtre de son bureau, la vue sur les monts du Massachusetts lui inspire son plus célèbre personnage. C'est la vue depuis la fenêtre qui fait la particularité de cette pièce. Elle donne sur le nord, vers le mont Greylock. Il mesure un peu plus de 1000 mètres d'altitude, ce qui en fait le plus haut sommet du Massachusetts. Et l'hiver, en regardant cette montagne, Melville a vu une image, celle d'une baleine blanche. Le sommet est devenu, à travers son regard, le dos d'une baleine, de la tête jusqu'à la queue, et qui émerge hors de la mer.
Et Melville s'est servi de cette vision alors qu'il était à près de 300 km du rivage le plus proche. Et c'est ainsi qu'Herman Melville décrit Moby Dick. Un fantôme magnifique, encapuchonné de blanc, telle une colline neigeuse dans le ciel. Herman Melville a saisi une impénétrable nature pour en faire la matrice d'une réflexion sur la place de l'homme au cœur de la création. Le Massachusetts y apparaît semblable à ce qu'il est encore aujourd'hui, une terre éternelle, généreuse, mais indomptable. Quand Moby Dick est sorti en 1851, les critiques ont boudé le livre, alors qu'aujourd'hui, il est traduit dans le monde entier. Et il est même au programme de Harvard. La crème de la crème des universités américaines, c'est justement le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Peut-être que certains ont étudié Herman Melville, mais là, ils sont contents, c'est la fin des cours, ils donnent l'impression que le monde leur appartient, et c'est vrai. Diplôme en poche, un étudiant d'Harvard a plus de chances que les autres de finir président des États-Unis. Theodore Roosevelt, George W. Bush ou Barack Obama, ils sont 8 à sortir de là. Même chose pour les prix Nobel, Amartya Sen pour l'économie, T.S. Eliot pour la littérature ou Al Gore pour la paix. Sinon, plus de la moitié des étudiants finissent par monter leurs entreprises, Facebook ou Microsoft, les autres dirigent des grandes banques comme Goldman Sachs, pour le meilleur et pour le pire. Le plus dur, c'est d'y entrer. Seuls 5% des candidats sont admis. Puis, d'y rester. À 65 000 $ l'année, même si la plupart des élèves sont boursiers, ça fait cher l'heure de cours. Bon, après, on est plutôt bien reçus. Les freshmen, les jeunes arrivants, vivent tous ensemble à Harvard Yard. Salle de cours, logement, bibliothèque, ils mangent dans le Allenberg Hall. Les décorateurs d'Harry Potter s'en sont largement inspirés pour Poudlard. Les années suivantes, ils vivent dans l'une des 12 houses où ils resteront jusqu'à la fin de leurs études. C'est classe et propre. Mais les élites ne sont pas tous les jours bien sages. Avant les examens d'hiver, les étudiants les moins frileux s'amusent à courir dans les jardins, dans le plus simple appareil, les nudistes de minuit. Faire l'amour dans les allées sombres de la Widener Library est un autre genre de défi que se lancent les étudiants. La Widener Library est tout de même considérée comme la plus importante bibliothèque universitaire du monde. Les plus fanfarons font pipi sur la statue de John Harvard, pasteur du XVIIe qui a laissé son nom à l'université. D'autres préfèrent lui toucher le pied, il paraît que ça porte bonheur. Et quand on regarde l'état de la chaussure, on se dit que si dans ce temple de la connaissance, ce genre de blague fonctionne toujours, c'est que la superstition a encore de beaux jours devant elle. Tout ça, c'est quand même pas bien joli, surtout quand on a pour devise le mot « Veritas ». Allez, on prend le ferry pour l'une des îles les plus hype de la côte Est. Une île où les stars adorent passer l'été. Je vous invite à Martha's Vineyard. Mais ce n'est ni pour faire un selfie avec Barack Obama ou Bill Clinton, ni pour avoir l'autographe de Spike Lee ou de Meg Ryan qu'on y va. Martha's Vineyard, c'est avant tout un lieu où la communauté afro-américaine a pu s'affranchir. Au sud de l'État du Massachusetts, aux États-Unis, et à seulement 10 km de la côte, voici l'île de Martha's Vineyard. Ce lieu privilégié est devenu le véritable Saint-Tropez de l'élite blanche américaine. Les présidents américains, les grandes familles comme les Kennedy, mais aussi de nombreuses stars y passent leurs étés. Mais derrière les paillettes, une autre histoire rend cette destination unique. Celle d'un peuple qui, pendant des siècles, s'est battu pour ses droits, la communauté afro-américaine. Ces hommes et femmes auront été tour à tour esclaves, capitaines de navires et ouvriers. Aujourd'hui, ils profitent de l'île au même titre que tous les autres. On a grandi ici en sachant qu'on allait revenir. On se sent en sécurité ici. C'est à l'est de l'île, dans le port Edgartown, que l'histoire débute. En 1783, l'État du Massachusetts abolit l'esclavage. Les Noirs sont enfin libres et il leur faut maintenant gagner leur vie.
À l'époque, la chasse à la baleine est en plein essor. On convoite l'huile du cétacé pour fabriquer des bougies et alimenter les lampes. Edgartown et les autres villes côtières de l'île ont pris de l'importance parce qu'elles avaient des ports protégés et en eau profonde. Environ 250 navires avaient pour port d'attache Edgartown. On ne pouvait pas les voir tous en même temps, car ils partaient au large, vers l'Atlantique ou vers le Pacifique. La chasse à la baleine était très dure, plus dangereuse que le travail dans les mines. Les Noirs n'avaient pas de boulot, alors ils embarquaient sur les baleiniers et apprenaient le métier. Parce que c'était une méritocratie, les Noirs pouvaient devenir capitaines et même punir un blanc. Mais sur Terre, ce capitaine n'avait même pas le droit de le regarder dans les yeux. Partir en mer représente alors une chance pour les anciens esclaves. Ils seront des centaines à s'engager comme marins dans ces chasses périlleuses. Imaginez Edgartown en 1840. C'était un port très animé avec des baleiniers qui avaient navigué dans le monde entier. Ils ramenaient des biens des quatre coins du globe. Il y avait une foule ici, c'était bruyant et plein de vie. Quelques bâtiments rappellent cette époque faste, comme cet entrepôt construit en 1840. C'est là qu'on déposait l'huile et qu'on s'approvisionnait en blé. En face, on peut aussi apercevoir le phare d'Edgartown, dont la légende survit encore. Il y a plusieurs années, ce phare était en fait une simple maison. On y accédait par un long ponton de bois et on l'appelait le pont des soupirs. Parce qu'avant d'embarquer sur les baleiniers, les marins y amenaient leurs femmes pour leur dire au revoir. Elles n'allaient pas les retrouver avant 2 ou 3 ans. Avec la découverte du pétrole vers le milieu du 19e siècle, l'huile de baleine perd de sa valeur, l'île se dépeuple et la communauté afro-américaine se retrouve sans travail. Mais un événement va changer le destin de l'île. En 1872, le train débarque à Woods Hole, un port qui relie le continent à Martha's Vineyard. Dès lors, les riches familles bourgeoises de Boston vont choisir l'île pour passer leurs vacances. Et dans le nord-ouest d'Edgartown, à 10 km du port, une communauté religieuse, les méthodistes, fait construire des centaines de cottages. Ce quartier est aujourd'hui une ville, connue sous le nom de Oak Bluffs. Et c'est ici que la communauté afro-américaine va rebondir. Les Afro-Américains ont commencé à venir ici pour travailler dans le secteur des services. Ils étaient blanchisseurs, chauffeurs, cuisiniers. Au fil du temps, ils ont participé à la construction de la communauté. Ce qui attire les Afro-Américains à Oak Bluffs, c'est que la ville est beaucoup plus tolérante que sur le continent. Une situation inédite pour l'époque. Sur l'île, il n'y avait pas de tradition esclavagiste. Alors vous n'arriviez pas dans un système de caste. Il n'y avait rien à démanteler ici. Les gens débarquaient, et si vous pouviez travailler ou acheter, vous en aviez l'opportunité. Et c'est ainsi qu'après avoir gagné sa liberté et trimé pour les Blancs, la communauté afro-américaine peut enfin s'enrichir. De petites entreprises voient le jour, notamment dans le quartier des Highlands, à 15 minutes à pied au nord du centre historique. Sur place, le Shearer Cottage est une institution. Ouvert en 1912, il est la première pension de famille pour Afro-Américains. Son propriétaire, Charles Shearer, est en quelque sorte un visionnaire.
Charles Shearer était mon arrière-arrière-grand-père. À la fin du 19e siècle, il a décidé de chercher une vie meilleure dans le nord du pays avec sa famille. Leur famille et leurs amis venaient les voir, et ils devaient dormir chez eux. À cause de la ségrégation, ces visiteurs ne pouvaient pas séjourner dans les pensions pour les Blancs. Alors, Charles Shearer a compris qu'il fallait ouvrir une maison d'hôtes pour les Afro-Américains. Le succès du Shearer Cottage est sans précédent. À l'époque de la ségrégation, qui durera jusqu'en 1967, un tel endroit est quasi unique aux États-Unis. Voici la maison principale construite par mon arrière-arrière-grand-père. Il y avait 12 chambres. Les hôtes pouvaient profiter du porche et des jardins. Parfois, il y avait des concerts improvisés, car beaucoup d'entre eux étaient musiciens. Nous garderons toujours le Shearer Cottage. Si on est là, c'est grâce à ce lieu. Dans les années 40, l'île n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais les premières stars américaines pointent le bout de leur nez. Acteurs, chanteurs, noirs ou blancs, viennent profiter du climat. Parallèlement, de plus en plus d'Afro-Américains s'installent dans les quartiers des Highlands. À 20 minutes à pied du Shearer Cottage, plus à l'est, se trouve la plage de Inkwell. Vers la fin des années 40, c'est l'unique plage que les Noirs peuvent fréquenter. Une situation à la fois exceptionnelle pour l'époque, mais aussi fragile. Les dirigeants de la ville ont cédé une partie de la plage à une entreprise privée. Et cette entreprise a souhaité séparer les Noirs des Blancs en les plaçant chacun d'un côté. La première chose qu'elle a faite, c'est édifier une barrière et ensuite de faire payer l'entrée. Mais la municipalité a fini par comprendre ce qu'il se passait. Comme toutes les maisons au bord de la plage appartenaient à des Noirs, ça n'avait pas beaucoup de sens de nous écarter. Alors, la plage payante a disparu. Ce triste épisode va faire de la plage d'Inkwell un lieu convivial où l'on aime se retrouver. La communauté noire est alors déterminée à profiter, elle aussi, de l'été. J'ai grandi à quelques pas d'ici. Chaque été, ma famille et moi profitions de cette plage tous les jours, du lundi au vendredi. Elle n'est pas très spectaculaire, mais quand on grandissait ici en tant que noir, c'était un endroit merveilleux où on se retrouvait entre amis. Les enfants se rencontraient et les mamans se rencontraient, les papas aussi. Et avant que vous vous en rendiez compte, vous étiez devenus une grande famille. Skip, on veut te voir dans l'eau. Impossible. C'est juste un petit bain, Skip. Je sais. On court, on se trempe et on ressort. Mais est-ce que ta tête se met à bourdonner? Non. Mais tu ne plonges pas? Non, on se trempe que jusqu'au cou. Je ne mets pas ma tête dans l'eau, mec. Si la communauté noire s'est fait une place sur les plages de l'île, un film va rendre Martha's Vineyard célèbre dans le monde entier. En 1974, Spielberg y tourne Les Dents de la Mer. En 1978, c'est Jackie Kennedy qui s'installe. Et aujourd'hui, on peut y croiser les Clinton ou encore le couple Obama. Pour autant, les paillettes n'ont pas effacé l'histoire qui lie l'île au peuple afro-américain. Elle est restée un véritable lieu d'ancrage pour toute la communauté. À quelques pas de la plage, sur Myrtle Avenue, des familles entières ont traversé le temps, comme la famille Coleman. A butterfly. On appelle ce coin le carrefour Coleman, parce qu'en 1944, ma grand-mère a commencé à y acheter des terrains, après avoir travaillé ici en tant que domestique. Elle voulait que ses enfants et petits-enfants passent leur été ici, loin des rues de Boston.
Mamie a acheté cette maison en 1944. Il y avait l'eau courante, 4 chambres et une toute petite salle de bain, de 1 mètre sur 1 mètre et demi. La maison était minuscule, alors qu'on était nombreux. Mais on s'en sortait. On adorait ce cottage et on revient chaque été depuis 1944. Hello! It's been a fun day. Spending our summers here. Passer notre été ici, dans le quartier des Highlands, où il y avait tant de familles afro-américaines, m'a donné la force d'aller dans les autres communautés, de garder la tête haute et d'être fière de qui j'étais et d'où je venais. L'héritage que nous ont transmis mes parents et mes grands-parents est si fort qu'il se transmet de génération en génération. Je vais acheter une maison au bord de la mer. Comme ça, je pourrai aller à la plage. Mais évidemment, je vais aussi habiter ici, au Carrefour Coleman. Parce que tu vois, j'ai besoin de cet endroit. Près du Carrefour Coleman. Eh oui, c'est chez nous ici. Oui, c'est chez nous. Il suffit de se promener sur l'île de Martha's Vineyard pour découvrir cette facette, qui fait de ce petit paradis bien plus qu'une destination à la mode. Le Carrefour Coleman, la plage de Inkwell, le quartier des Highlands et le port d'Edgartown sont autant de lieux qui racontent l'histoire émouvante d'une communauté courageuse et enfin libre. Retour sur le continent. On s'arrête maintenant à Cap Cod pour une pause qui devrait réjouir nos papilles. C'est Suzanne et Hélène qui vont nous régaler avec une recette de palourde, une recette aussi bluffante que la taille des mollusques qu'elles vont ramasser, vous allez voir. Ici, on dirait que c'est un bon endroit. Une belle boue donne de belles palourdes. On va gratter le sol, gratter la boue et regardez. Il y en a une juste ici. Super, mets-la dans le seau. C'est une jolie baie au bord de l'océan Atlantique où l'on peut trouver un type de coquillage nommé la palourde américaine. Aujourd'hui, nous allons préparer des palourdes américaines farcies. Les premières mentions de ce plat remontent aux Portugais installés à Rhode Island. La plupart étaient des pêcheurs et ils garnissaient les palourdes avec une saucisse typique de leur pays. On a fait faire ces tabliers spécialement pour l'occasion. Ceci est une palourde américaine. On peut deviner son âge rien qu'en regardant les cercles, comme pour les arbres. Celle-là est âgée. D'après ce que j'ai lu, la plus ancienne jamais trouvée aurait 284 ans. Les palourdes américaines font partie des organismes vivants les plus anciens et elles sont importantes pour la santé des océans. On a du beurre, du maïs, du citron. On a les saucisses piquantes, les oignons, l'ail et la chapelure. Allez, maintenant on va faire cuire les palourdes à la vapeur. On remplit la cocotte avec un peu d'eau et on y met les palourdes américaines. On va couper les oignons en dés pour les faire frire avec la saucisse piquante. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez ? Mon Dieu, depuis 40 ans? Elle commence à s'ouvrir. Oui, regarde ça. On va mixer les palourdes. On va aussi ajouter de l'ail. Suzanne et moi, on adore l'ail. Et ça éloigne les sorcières. Prochaine étape, le maïs. Quelle couleur! Regarde cette belle couleur! Maintenant, on va ajouter un peu de chapelure.
Santé! Santé! On farcit les palourdes. Et voilà! Un peu de beurre. Voici mon amie et voisine Caitlin. Ah, thank you, ma'am. So, bon appétit. Bon appétit. I can taste the hot pepper in this one. Elles sont vraiment bonnes. C'est délicieux. Thomas Chauvineau vous le disait dans le clin d'œil, la devise de Harvard, c'est Veritas, la vérité. Eh bien, cette prestigieuse université a créé un moyen inattendu pour nous apprendre à nous méfier de la rumeur. Regardez. Une architecture toute britannique. Pourtant, nous sommes bien dans le Massachusetts, à Harvard. La plus ancienne université américaine est tout simplement considérée comme l'une des meilleures au monde. Derrière cette façade austère, on cultive l'excellence depuis plus de 350 ans. S'asseoir sur ces bancs est une promesse de grande carrière. Sa devise, Veritas. Incontournable Harvard, qui a vu naître une clinique pour remettre la vérité d'aplomb. Moshik Temkin est professeur d'histoire et de politique publique à Harvard. Il nous replonge en 1941, quand les États-Unis entrent en guerre. La désinformation était monnaie courante. Les nazis et leurs alliés tentaient naturellement de semer le doute dans l'opinion publique, en faisant circuler des histoires qui exploitaient les divisions qui existaient déjà au sein de la société américaine. Par exemple, le bruit courant que des soldats afro-américains avaient commis un massacre et agressé des femmes blanches. Ce genre d'histoire, non seulement sapait le moral de la population, mais créait en plus une animosité supplémentaire entre les citoyens. Face à l'expansion des rumeurs, des universitaires vont brandir l'étendard de la vérité. L'un d'entre eux est un certain Gordon Allport, un enseignant-chercheur en psychologie à Harvard. À l'époque, Gordon Allport est un expert dans son domaine et avec ses élèves, il cherche un moyen de contribuer à l'effort de guerre. En tant que psychologue, il est convaincu que nous autres, êtres humains, sommes beaucoup plus impactés par ce qu'il se passe dans le présent que par notre passé. Il est certain de la dangerosité des rumeurs et de leur impact sur les comportements humains, mais il est tout aussi convaincu que cette tendance peut facilement être changée et corrigée. Le 1er mars 1942, Gordon Allport et ses collègues du département de psychologie d'Harvard décident de créer, en partenariat avec le Boston Herald, un bureau expérimental très spécial intitulé « Clinique de la rumeur », qu'ils installent dans les locaux du journal. Ils demandaient aux gens de leur raconter les rumeurs qui circulaient. Ensuite, ils appliquaient une méthode très rationnelle. Pour s'attaquer à une rumeur, ils la disséquaient et expliquaient ce qui n'était pas vrai. Leur but était aussi de comprendre d'où venait cette rumeur et ce qui l'avait engendrée. L'idée était de calmer les esprits et de remonter le moral des gens. Ainsi, chaque semaine, une équipe de citoyens volontaires et dirigée par la journaliste d'investigation Frances Sweeney se rend dans les usines, les bars ou encore les écoles de Boston. Ils y traquent la rumeur la plus répandue du moment, la déconstruisent point par point dans une rubrique qui remporte très vite un vif succès. L'article, publié tous les dimanches, est même affiché dans les lieux publics pour que tout un chacun discerne enfin le vrai du faux. Les gens n'avaient pas accès à la télévision et Internet n'existait pas. Il fallait alors imaginer ce qu'il se passait sur le front. Dès le début du conflit, les troupes vivaient des choses très dures et les Américains au pays entendaient aussi parler d'exactions terribles dont étaient victimes leurs soldats. La rumeur disait aussi qu'il y avait des espions dans la population, que certains de vos voisins travaillaient pour l'ennemi.
Il suffisait qu'une personne dise quelque chose pour qu'aussitôt le bouche à oreille fasse son œuvre et que la rumeur enfle. Ça démarre de rien et au final, au bout de quelques jours, la ville tout entière s'imagine qu'un sous-marin allemand vient de jeter l'ancre sur ses côtes. Très vite, la petite chronique fait des émules. À travers le pays et jusqu'au Canada, une vingtaine de publications, mais aussi des groupes de femmes, d'étudiants ou de retraités décident eux aussi de créer leur propre clinique. De son côté, le président Franklin Roosevelt crée en juin 1942 le Bureau d'information de la guerre. Une redoutable machine de propagande qui va constamment rappeler à l'Amérique qu'elle est en route pour la victoire, si chacun y met du sien. Très tôt dans la guerre, le gouvernement américain réalise que celle-ci ne pourra être gagnée qu'avec le soutien du peuple américain. Quand des rumeurs commencent à se répandre, il y a un risque que cela perturbe la production et impacte l'effort de guerre. Ça peut entraîner une baisse de morale, démotiver les gens. Et dans ce contexte, chaque personne compte. C'est pourquoi il ne faut pas que les rumeurs se propagent. Mais ce bureau d'information de la guerre voit d'un très mauvais œil ces cliniques citoyennes. Non seulement elles échappent à tout contrôle gouvernemental, mais en plus, sous couvert de s'attaquer à toutes les rumeurs, elles dénoncent aussi la propagande officielle américaine. À un moment, les cliniques de la rumeur ont vraiment posé un problème, car elles ne voulaient pas toujours travailler en tandem avec le Bureau d'information de la guerre, qui ne cessait pourtant de leur dire « Nous devons travailler ensemble, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi ». Mais le gouvernement avait face à lui des gens qui répondaient « Nous sommes des patriotes et nous allons faire les choses à notre façon ». En 1943, après avoir d'abord tenté de superviser ce réseau d'encombrantes bonnes intentions, le Bureau d'information de la guerre publie un article dans la presse nationale, dans l'espoir d'entacher la crédibilité et le sérieux des cliniques de la rumeur. Qu'importe pour Allport et ses équipes, qui continueront leurs efforts dans le but de rassurer l'Amérique et d'apaiser les tensions raciales et religieuses jusqu'à la fin de la guerre. Les rumeurs américaines d'aujourd'hui s'appellent fake news, et désormais ce sont les médias qui hébergent leurs propres cliniques, où ils pratiquent le fact-checking, la vérification d'informations, en français. La devinette aussi se déroule à Harvard aujourd'hui. Avez-vous trouvé pourquoi au début du XXe siècle, le président Roosevelt a dû intervenir personnellement dans les règles du football américain? Eh bien, c'était pour éviter que la pratique ne disparaisse. Tous les coups, ou presque, sont alors permis pour récupérer le ballon. Le football américain est particulièrement populaire dans les universités, notamment ici à Harvard. Mais on compte 1 ou 2 morts par semaine sur les terrains lors de la saison 1904-1905. Il est alors question de le bannir des campus. Pour sauver cette pratique qu'il aime tant, le président Theodore Roosevelt convoque carrément les coachs sportifs à la Maison-Blanche et leur demande de revoir les règles. Les mêlées groupées, par exemple, particulièrement dévastatrices, seront ainsi interdites. Et après quelques péripéties, le football américain sera finalement sauvé, même s'il suscite toujours pas mal de polémiques. Et voilà, j'espère que cette virée vous a plu. Je vous retrouve lundi avec un immense plaisir. Et je vous dis, comme à Boston, see you later.